Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Au cœur de la mêlée. On va clôturer cette 14e journée de top 14 avec le déplacement de Clermont sur la pelouse de Vannes. Mais avant ça, une heure d'émission pour revenir sur toute l'actualité avec nous. Ce soir, Julien Delmas, t'étais là ce week-end. Bonsoir J'étais là Julien. ce week-end, il se termine bien. Bonsoir Clément, bonsoir à tous. En forme, ça va, pas trop fatigué? Non, écoute, et puis on souhaite la bienvenue à quelqu'un. Oui, on souhaite la bienvenue à Quentin, notre nouveau stagiaire pour ces prochains mois. Il sera avec nous, il sera là pour commenter, pour travailler sur les réseaux sociaux. Bonsoir Quentin, si tu veux glisser un petit mot. Comment ça va Quentin? Bonsoir à tous, ça va très bien. Écoute, merci de l'accueil. Merci à vous deux de m'avoir accueilli ce soir. Eh ben avec plaisir. On est aussi avec Julien Thomas. Julien, comment ça va Julien? Et bonsoir à toutes et à tous, très bien, ça va, on a passé un bon week-end top 14 de rugby, on s'est régalé et j'espère que l'équipe va bien ce soir. T'avais pas trop froid à Montpellier hier? Ah, un peu, il faisait frisquer, mais en tout cas on a vu un bon match. On t'a vu, vu sur quelques images. Réchauffé. T'avais bien fermé la fermeture éclair. Hein? Ah, la fermeture est claire, l'écharpe, et malgré tout, j'ai la voix qui reste un peu, qui flanche. On imagine avec cette victoire bonifiée de Montpellier face à Bayonne, on en parlera dans les grands enseignements. Il y a aussi William qui est avec nous. Bonsoir William. Oui, bonsoir messieurs. Bonsoir. Comment ça va? Eh bien très bien. Très bien, on a vu du beau rugby, ça va continuer ce soir. Bienvenue à Quentin également. Et puis on va continuer ce super week-end de top 14. Ce week-end de top 14 qui a démarré par la victoire avec le bonus offensif décroché dans les derniers instants du RC Toulon 36-24 face au Racing 92. La victoire également à domicile de Castres 24-19 face à Pau, de Lyon 17-12 face à Perpignan. La victoire bonifiée, la démonstration même on peut le dire de Montpellier face à Bayonne 42-10. Démonstration à l'extérieur de l'Union Bordeaux-Bègles 46-19 qui prend le fauteuil de leader du top 14 au Stade Toulousain. Stade Toulousain qui s'est incliné avec une équipe très rajeunie après la sirène face à La Rochelle 22-19. Voilà pour les résultats du top 14, mais pour ce premier grand débat de cette soirée, avant même les grands débats, j'ai oublié d'accueillir, Laurent Depré qui commente pour nous ce soir le match à Vannes. Laurent, bonsoir. Bonsoir Alex, Quentin, Julien et William. Je crois que j'ai oublié personne. Exactement, Julien et William. Ouais. Comment ça va Laurent? Ouais, ça va très bien. Avez-vous passé de bonnes fêtes? En ce qui me concerne, oui, ça s'est bien passé. Il fait beau, il fait 13 degrés. Il y a des avis de tempête dans l'est de la France. Ici, pas du tout. Il ne pleut même pas. 13 degrés, pas de brouillard, tout va bien. Je voulais venir justement sur ces conditions météorologiques, puisque dans la semaine, Christophe Furios se demandait est-ce qu'il y avait de la pluie ou pas. Et puis finalement, durant le transport des joueurs et du staff clermontois hier soir, ils n'ont pas pu atterrir à Vannes. Ils ont dû atterrir à Caen en urgence avis de tempête dans le Morbihan, et ils ont fini leur trajet en bus de quasiment de près de 300 km. Donc on imagine que ça les a dérangés, mais tu confirmes Laurent, ce soir les conditions sont parfaites? Les conditions sont très bonnes. C'est une histoire de plafond en tout cas pour ceux qui aiment bien l'aviation et d'équipement pour le vol aux instruments, tout simplement. Pour l'aéroport de Vannes, c'était pas compatible, alors que le déroutage ne soit pas fait sur une destination bretonne, voire même sur Nantes. Oui, ça peut paraître bizarre. Maintenant ça se fait vraiment facilement en bus Pullman, 3 heures de bus, et ils étaient là. Et en plus leur hôtel qui vient d'ouvrir est un 5 étoiles. Ils sont comme pas des coqs en pâte, mais c'est pas mal quand même. C'est pas mal. Ils sont très bien accueillis. Vannes, lanterne rouge de ce top 14, reçoit Clermont donc sur 2 défaites consécutives en championnat. Les 2 équipes doivent gagner. On y reviendra dans l'avant-match un peu plus tard. Laurent, si tu as envie d'intervenir dans cette émission, évidemment, aucun problème. On passe au premier grand débat de cette émission. Il concerne le 15 de France. Le tournoi Destination débute dans 26 jours avec un calendrier compliqué puisqu'on est dans une année impaire pour le 15 de France qui reçoit le Pays de Galles le 31 janvier en ouverture. Ce sera vendredi, à suivre évidemment en direct sur Sud Radio. Et puis il y aura 3 déplacements consécutifs en Angleterre le 8 février, en Italie le 23 février, en Irlande le grand déplacement et le gros choc entre les 2 meilleures nations du Nord. Ce sera le 8 mars à l'Aviva Stadium de Dublin pour conclure sur la réception de l'Écosse le 15 mars avec potentiellement, on l'espère, une victoire et un grand chelem à la clé. Mais on voulait parler de ce 15 de France puisque
Il y a, avant même de commencer, quelques mauvaises nouvelles. Charles Olivon, hier, a été touché au genou à la 7e minute de jeu contre le Racing 92. On craint les croisés. Ce sont nos informations sur Sud Radio de la part du club et du staff médical. On va citer Maxime Petitjean, qui était invité hier, l'entraîneur adjoint du RCT. Il avait le genou bien gonflé. On va attendre les examens en début de semaine, mais lui avait l'air plutôt inquiet. En parlant de Charles Olivon, il y avait aussi 2 autres blessés, puisque Gaël Ficou, la semaine dernière, aurait été opéré d'une fracture du pouce gauche. Jonathan Danty s'est bloqué le genou contre Perpignan. Il aurait été opéré du ménisque. On suspecte une absence entre 6 et 8 semaines. Ce sont les informations de l'équipe. Alors, malgré le forfait potentiel de 2 de ces cadres, le 15 de France est-il toujours en mesure de viser le titre? Julien Thomas, c'est à toi que je pose la question en premier. Ficou absent, probablement. Olivon absent, on n'espère pas une fin de saison pour lui. Est-ce que ça remet en cause les ambitions du 15 de France? Les ambitions, non, parce que c'est une équipe de France compétitive. Hein, quand on regarde quand même la profondeur et les joueurs de ce top 14 potentiellement sélectionnables et qui ont montré d'ailleurs ces derniers mois avec le 15 de France d'être à la hauteur, je pense qu'il y a une potentielle quand même référence, même avec des jeunes. Ceci dit, on n'est pas dans une année très favorable avec 3 déplacements dans ce tournoi Destination. Donc, est-ce pas l'année aussi à mettre des jeunes, à les tester, notamment sur le poste de centre dont on vient de parler, avec la blessure quand même de cadres que ce sont Ficou ou même Danty, essayer des jeunes centres qu'on a dans notre championnat. Enfin, un tour de table plus tard, où justement ce tour de table, on pourra le faire avec Fabrice, notre auditeur supporter toulousain. Bonsoir Fabrice. Bonsoir à tous. Ça va bien Fabrice? Ça va très très bien. Ça fait au moins 1 an que je vous avais pas entendu. C'était l'an dernier. Hein. C'était l'an dernier, exactement. Alors ça a l'air d'aller malgré la courte défaite des Toulousains hier sur la pelouse de La Rochelle. Je veux dire, vu les conditions, un tel score, on aurait presque, je dis pas qu'on aurait signé dès le départ, mais enfin bon, on était quand même assez inquiets. On arrive même à avoir des regrets. Ça prouve quand même la profondeur de cette équipe. Ça prouve, allez, je vais être chauvin, ça prouve que le Stade Toulousain est au-dessus du lot, est très nettement au-dessus du lot. La preuve, avec une équipe C, on manque d'aller chercher la victoire. C'est un double champion d'Europe. Voilà, quoi. Tout est dit, quoi. C'était pas loin, mais supporters toulousains, les Toulousains seront nombreux à être concernés par le 15 de France. Fabrice, alors justement, pour revenir sur ces différents forfaits, Charles Olivon, Gaël Ficou, quelle incidence pour toi ça peut avoir sur à minima le 15 de départ? Moi, je rejoins totalement ce qu'a dit Julien tout à l'heure. C'est une année justement impaire. C'est pas les meilleures années. C'est peut-être un mal pour un bien. C'est justement au niveau des centres. Quand même, j'ai déjà été amené à le dire. Un garçon comme Gaël Ficou, je l'aime bien, mais enfin bon, il est plus proche de la fin de carrière que du début, quoi. Hein. Ça c'est certain. Et ça c'est pas du tout négatif de ma part. Et donc là c'est peut-être l'occasion ou jamais de lancer quelques pépites que nous avons dans le championnat. Bon, en plus, par rapport aux absences, le calendrier, malgré tout, nous fait commencer par le Pays de Galles. Je pense pas, honnêtement, sans être méchant, c'est pas l'adversaire le plus costaud que nous aurons, quoi. Donc c'est peut-être une occasion, effectivement, c'est peut-être un mal pour un bien. On a quelques pépites au centre, des jeunes qui montent, qui frappent la porte depuis un bon moment. C'est peut-être le moment ou jamais. Justement, en parlant de ce poste de centre, on va faire un tour de table rapide, parce que c'est peut-être la plus grosse question. Gaël Ficou restait un des titulaires et un des cadres de Fabien Galtier. Son absence libère évidemment une place au poste de centre. Il y aurait une paire de centres naturels qui pourrait s'imposer, mais aux côtés du Yoram Moefana qui a enchaîné les titularisations au poste de 12 pendant la tournée novembre, qui est-ce que vous voyez? Est-ce que ce serait Nicolas Deporter ou un garçon comme Emilien Gaëton par exemple, ou est-ce qu'on appellerait Antoine Frisch du RCT, même s'il a du mal à enchaîner les feuilles de match, tout simplement le centre arrivé à Toulon à l'intersaison. J'ai envie de commencer par William. Qu'est-ce que tu vois William, pour débuter au centre, tout simplement?
je verrais De Porter parce que même s'il était blessé, il est dans une équipe voilà, qui joue très bien, qui attaque bien, qui défend bien, et il est quand même plutôt le leader, ce fameux leader de défense avec cette position de second centre sur les actions défensives qui ressemble quand même beaucoup à ce que fait Gaël Fickou. Et De Porter, malgré son jeune âge, a toujours eu énormément de responsabilités dans les sélections de jeunes à l'UBB ou même en équipe de France très rapidement. Donc je le vois avoir les épaules pour prendre ce poste de titulaire, logiquement aux côtés de Moefana, même s'il y a des profils qui reviennent en forme. Un Barassi ou même Arthur Vincent, qui redeviennent importants dans leur club. Arthur Vincent, attention, parce que c'est aussi la sécurité. C'est un capitaine, c'est un mec qui ferraille, qui loupe pas grand-chose. Donc ça peut être une sécurité de porteurs, la logique, et Barassi et Vincent, qui sont deux profils qu'on connaît et qui reviennent à un très très bon niveau. Donc William se pencherait plutôt pour Moefana, De Porter. Est-ce que tu es du même avis, Julien? Ou est-ce que le retour en forme d'un Pierre-Louis Barassi pourrait faire pencher la balance? Eh bien, j'y pensais à notre ami Barassi. C'est vrai que De Porter porte, je pense, le drapeau numéro 1 de ce choix qui serait fait peut-être par Fabien Galtier. Logiquement même, j'ai envie de dire. Mais attention, parce que Barassi nous fait une excellente saison, est présent au centre de l'attaque et en tant que patron, en plus, à chaque fois qu'il a été au milieu de ces trois quarts toulousains, ça a été un patron, un métronome, donc aussi peut-être chercher ça côté Fabien Galtier. Et comme disait William, il y a un Arthur Vincent qui revient comme un boulet de canon avec vraiment de la confiance et surtout à son niveau qu'il avait eu il y a 2 ans. Et puis, il y a quand même Gailleton, il y a des Costes, il y a des centres aussi qu'on peut faire peut-être monter et et faire exploser à ce niveau-là. Fabrice Doloron, tu suis forcément d'un peu plus près les prestations d'Emilien Gailleton. Il a eu quand même du temps de jeu dans cette tournée novembre. Il enchaîne les prestations avec Pau. Est-ce que c'est pas lui qui tient la corde et qui a profité de la blessure de Nicolas Deporter durant la dernière tournée de novembre? Est-ce que ce serait pas lui le titulaire au poste de centre avec Yoram Moefana? Moi, je pense que lui aussi, il frappe à la porte. Il frappe à la porte, mais sur ce début de saison, je pencherais plus quand même pour un Nicolas Deporter. Mais j'ai un peu l'impression que Gailleton, je vais pas dire que c'est maintenant ou jamais, quoi. Mais là, il y a une ouverture, quoi. Là, c'est le cas de le dire, quoi. Il y a une ouverture au centre. Et oui. On pensait déjà à lui. Il était dans les 40, enfin dans les présélectionnés pour les premiers stages pour la Coupe du Monde. Bon, ça s'est pas fait. Alors qu'il avait été meilleur marqueur, on se rappelle, c'était le meilleur marqueur d'essai la saison dernière. Il y a 2 saisons. Dans le top 14, dans une équipe qui n'était pas qualifiée pour les phases finales. Ça démontre quand même quelque chose. Bon, ouais, effectivement, mais il n'est pas le seul, quoi. Je crois que, comme j'ai dit tout à l'heure, on a vraiment pléthore, quoi, de jeunes qui poussent. Moi, j'aime bien également Paul Coste. Hein. J'aime bien Paul Coste aussi. C'est vrai. Il a déjà été appelé durant la tournée novembre au début de la tournée. Ouais. Et il faudrait pas l'oublier, quoi. Faudrait pas l'oublier. Mais pour moi, effectivement, je suis assez d'accord. Pour moi, Deporter tient la corde. Nicolas Deporter avec donc Yoram Moefana qui semble être le numéro 12 privilégié par Fabien Galtier. Il y a un autre poste où il y a énormément d'options possibles, c'est le poste de 3e ligne. Alors évidemment la blessure de Charles Olivon, le premier capitaine de l'ère Galtier du premier mandat de Fabien Galtier, se dirige vers à minima une entorse au genou. On espère que ce ne sera pas plus grave que ça, mais il y a encore plus d'options au poste de 3e ligne. Fabrice, le retour en forme de François Cros, notamment en Champions Cup, on l'a vu. Voilà. Grégory Aldrit semble le numéro 8 indiscutable, mais au poste de numéro 7, c'est Roumat, c'est Boudéan, c'est une surprise qu'on n'a pas vu venir. Non, mais tu en as cité un, François Cros, qui est colossal. Mais pour moi, je vais dire, c'est la blessure qui m'a fait le plus mal, quoi. C'est celle de Charles Olivon, parce que là, on a quand même, pour moi, c'est un joueur que j'apprécie énormément. Et ça va pas être évident. Enfin, je veux dire, il y a la stature aussi, quoi. C'est un cadre, c'est un patron aussi, quoi. Charles Olivon, quoi. On l'a vu quand il a été mis en difficulté, quand il a répondu de la meilleure des façons. On l'a vu la dernière fois. Ça, pour moi, c'est vraiment la blessure. Pour moi, la grosse tuile, quoi. Juste avant le tournoi, j'étais impatient de voir ce tournoi. Un tournoi sans Charles Olivon.
Voilà. Mais Fabrice, là, j'avoue être un peu plus inquiet. Fabrice, avec François Cros et Grégory Aldrit, qui est en numéro 7 ? Est-ce que c'est Alexandre Roumat ? Est-ce que c'est Paul Boudéan ? Ou est-ce que c'est une autre personne ? Je dirais Roumat. Roumat ? Très bien. Ouais. Julien ? Tu partirais sur quoi ? Je partirais sur un Roumat parce qu'il va faire la transition avec 3 quarts. Ce qu'il faut noter aussi, c'est trouver une complémentarité dans cette troisième ligne. Bien sûr. Bien sûr qu'on a un Cross qui va ferrailler, on a un Aldrit qui remonte des ballons, mais il faut aussi un coureur, il faut un mec, un capitaine de touche, il faut un sauteur, ce que avait Charles Olivon. À noter, Julien, que Olivon pouvait sauter, Boudéan saute avec La Rochelle, Roumat est un excellent sauteur en touche, mais c'est pas du tout le même profil physique. Boudéan est quand même beaucoup plus dense physiquement. J'avais une autre question. Est-ce que finalement, pour Fabien Galtier, on considère que là, il est un peu obligé il est forcé un petit peu de revoir ses plans par les blessures, au moins sur le 15 titulaire. Mais est-ce que c'est pas cette nouvelle génération qui va s'imposer à lui sur ce tournoi et qui va profiter des blessures, comme l'an dernier, Nicolas Deporter avait profité des blessures de Jonathan Danty pour débuter dans le tournoi Destination? Ben évidemment que oui, c'est logique et à la fois Fabien Galtier a un plan dans sa tête même de 15 de départ, mais attend toujours le dernier match du championnat avant le tournoi pour réajuster. Et il y a quand même des options. Il faut savoir que Fabien, il laisse pas le plan B arriver par hasard. Il a déjà tout anticipé, il a déjà ses joueurs, mais c'est surtout que ça permet aussi, je pense, dans sa tête, de mettre une option peut-être sur un jeu plus aéré, un jeu un peu plus construit, notamment sur des largeurs et sur les 3 quarts, avec une ligne de 3 quarts qui excelle, et notamment quand on la voit à l'UBB. Quand on la voit à l'UBB, et effectivement, on s'attend à beaucoup de joueurs de l'UBB. Mais par rapport à ces blessures, William, j'avais envie de revenir vers toi. Est-ce que finalement, on a eu l'information quand même en fin d'année de 2024, le 15 de France et Fabien Galtier ont utilisé 75 joueurs. C'est évidemment la nation qui domine cette catégorie de manière assez écrasante en comparaison à l'Afrique du Sud. Sur l'année civile 2024, on n'utilise que 52 joueurs. Ces 75 joueurs utilisés, évidemment, il y a des questions de charte, de règlement et d'accord entre la Ligue et la Fédération. Mais est-ce que ces blessures à répétition, elles sont pas mises en cause par la compétitivité du top 14, tout simplement? Les grands joueurs enchaînent les matchs semaine après semaine et ça augmente le risque de blessure, comparé à ce qu'on peut voir en URC, par exemple. Bien sûr, on a un top 14 qui est extrêmement complexe. On sait, il n'y a pas de match facile. Même pour le premier Rochefort Vannes, c'est toujours compliqué parce que ça va taper fort, il y aurait du rythme. Et il y aura deux PT à la fin de l'après-midi. Mais ce top 14 amène tellement aussi d'exigences, tellement de concurrence, que ça porte aussi nos internationaux, qu'ils soient jeunes ou expérimentés, à être obligés soit de se mettre au niveau, soit après la trentaine de continuer à se battre, de continuer à être exigeants et pour rester à ce niveau et être les éléments moteurs des différents clubs. Il y a le côté des 75 joueurs, puis il y a aussi les stages. Fabien Galtier avait réussi à imposer des stages à 42 joueurs, il me semble, où il peut aussi multiplier les séances d'opposition réelle, à balles réelles à 15 contre 15. Donc, c'est vrai qu'on a des joueurs qui sont au combat, au front, en top 14, également pendant les stages qui sont très durs. Voilà. En revanche, on sait très bien que c'est quand même la recette qui pourra nous amener au très haut niveau. Fabrice, on va terminer ce débat avec toi. J'avais une petite question un petit peu tatillon. Qui débute au poste de numéro 10 ? Est-ce que c'est Romain Tamac ? Est-ce que c'est Mathieu Jalibert ? Est-ce que c'est Thomas Ramos ? Est-ce que c'est un autre numéro 10 ? On ne sait pas. On pourrait être surpris partout finalement. Pléthore de talent. Pléthore de talent, effectivement. Moi, j'ai un petit pincement en faveur de Thomas Ramos. Qui est capable de qui est un monsieur assurance tout risque un petit peu quoi, qui est monsieur assurance tout risque. Qui fait moins d'erreurs. Bon, le jeu demandait des erreurs, hein, mais qui dans l'ombre, il est resté dans l'ombre quelque temps, plus maintenant. Mais on a beaucoup mis en avant dans cette équipe du Stade Toulousain, que ça soit Romain, que ça soit évidemment super Antoine. Et on parlait un peu moins de Thomas Ramos. Il s'est imposé, tu penses ? Finalement, c'est monsieur. Les pourcentages, ils sont colossaux, quoi. Et ils sont colossaux face au but, Fabrice. Mais est-ce que tu penses qu'il retarderait le grand retour de Romain Tamac au poste de numéro 10 ? Moi, je pense que Romain Tamac, il est capable de faire. 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 Il est capable de faire
je veux dire, le tournoi, de toute façon, bon, pour revenir sur ce tournoi, de toute façon, je suis pas en train de dire, enfin, je vais pas dire qu'il est pas important. Je veux dire, faut vraiment être très très optimiste pour viser le Grand Chelem cette année, quoi. Parce que aller gagner en Irlande, aller gagner en Angleterre, c'est compliqué. C'est peut-être une chance, quoi. C'est peut-être une chance pour préparer encore un peu plus l'avenir. Ce tournoi, moi, je le vois plus dans cette configuration-là. Comme une préparation. On va ferrailler justement chez des gros. On va avoir de grosses confrontations. C'est le moment, je pense, justement, de modeler l'équipe de France les 4-5 prochaines années, quoi. Voilà. Moi, je le vois comme ça, ce tournoi cette année. Eh ben, très bien, merci beaucoup Fabrice pour cette intervention et pour cette vision du 15 de France. Donc à long terme, évidemment, le 15 de France, on aura l'occasion d'y revenir dans ces prochaines semaines. Mais il est l'heure de revenir sur ces grands enseignements du top 14. Ne bougez pas, on revient tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, au cœur de la mêlée. De retour au cœur de la mêlée avant la clôture de la 14e journée de Top 14 avec la rencontre entre Vannes, la Lanterne Rouge et l'ASM Clermont-Auvergne 7e avant la rencontre de ce soir. Mais avant la rencontre de ce soir, il y a eu 6 autres matchs. C'est l'heure des grands enseignements de cette 14e journée de Top 14. On a rappelé les résultats il y a quelques instants en début d'émission et on a un auditeur supporter du Rugby Club Toulonnais, Philippe, avec nous. Comment ça va, Philippe ? Bonsoir les gars, ça va super bien. Très très bien. Super. En pleine bourre. Et beau oui. comme un dieu, affûté comme une lame, coiffé comme un œuf. Voilà. En pleine bourre également comme le RCT après le faux pas à Bordeaux la semaine dernière, 4 victoires sur les 5 derniers matchs. Alors j'avais une première question. Est-ce que Toulon est la 3e grosse équipe, est le 3e cadre de ce championnat, Philippe ? Écoute, ce serait, ce serait idiot de pas le reconnaître, sans vouloir, on va pas se vanter, mais on a quand même une belle équipe cette année. Je pense que vraiment la confiture a bien pris, vraiment cette année, on a une belle équipe, les gars sont solidaires. Je pense que Mignoni fait du très bon travail, et ça se voit sur le terrain. C'est vraiment une équipe plaisante à avoir joué, je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi en tout cas, et je pense que tous les gens qui aiment le rugby, on se régale de voir jouer Toulon cette année. Il y a des progrès dans le jeu, notamment dans le jeu offensif récemment, ça s'est vu. La défense, ça reste une constante depuis plusieurs mois et même la saison dernière. William, par rapport à cette question de duo ou de trio, on sait que depuis le début de la saison, il y a cette affiche de la finale de l'an dernier, Toulouse-l'UBB, qui caracole en tête du championnat. Toulon a l'air de s'imposer comme la 3e équipe, mais est-ce que c'est réellement un trio en tête du championnat ou est-ce que les deux clubs de devant sont trop au-dessus ? Mais je pense que Toulon est clairement, il y a clairement un trio, parce que Toulon, c'est une équipe un peu caméléon et qui est sûrement extrêmement compliquée à appréhender pour les adversaires, parce que on leur a reproché à des moments de pas assez jouer au ballon, mais ils gagnaient les matchs. C'était plutôt costaud devant, sans trop produire. Là, hier, il marque, il me semble, 6 essais, donc 4 dans les couloirs, malgré l'absence de Gabin Villiers. C'est-à-dire que c'est une équipe qui est capable de jouer au rugby aussi. Donc, une fois de plus, il faut être capable d'avoir deux stratégies face à eux. À Bordeaux, après une première demi-heure plutôt catastrophique, en essayant de jouer au pied, ils ont été capables de revenir à ce jeu minimaliste avec du jeu à une passe, avec 7-8 mecs capables de porter le ballon, ce qui est extrêmement rare en top 14. 7-8 joueurs capables de porter le ballon, mettre l'équipe dans l'avancée. Donc, clairement, un trio de tête. Ils avancent un peu plus cachés avec les deux autres. Donc, ça va aussi faire leur force. Mais voilà, Toulon est une équipe où le face-à-face avec eux est sûrement extrêmement compliqué à préparer. Exactement. On avait d'ailleurs Maxime Petitjean qui parlait de trio et d'être content de faire partie de ce trio de tête en s'incluant avec l'UBB et le Stade Toulousain. Pierre Mignoni, après la victoire bonifiée face au Racing 92, se félicitait du bonus offensif acquis dans les 2 dernières minutes avec un essai en bout de ligne de Gaël Dréan. Il était satisfait, mais il est toujours un petit peu sur ses gardes, le manager toulonnais. Sur ce mois de janvier, tu peux tout perdre et tu peux aussi tout gagner. Donc quand je dis tout perdre, c'est notamment sur la Coupe d'Europe et le championnat, parce que quand tu perds 2 matchs d'affilée, un championnat, tu redescends, tu sors des 6. C'est tellement serré. Donc ce soir, prendre un point de plus, comptablement, c'est super. Maintenant, on va switcher sur notre compétition. Et là, on a des ambitions, parce qu'on a joué nos 2 premiers matchs très difficiles qu'on a gagnés. Voilà, donc gardons les pieds sur terre
Et continuons à nourrir nos progrès. Les pieds sur terre, comme toujours pour Pierre Mignoni qui préfère se concentrer sur son équipe. Il le répète très souvent en conférence de presse. Julien Thomas, duo ou trio? Oui. Duo ou trio? Ah non, Trio. Ah oui, trio largement, du fait que Bayonne avait la possibilité en allant à Montpellier de peut-être coller à ce trio et même quatuor de reprise de seconde partie du championnat. Mais là, Toulon, pour moi, avancé caché, comme dit William, et surtout est en réelle progression. Début de saison un peu hasardeux. Même avec un projet offensif qui n'était pas huilé, qui n'arrivait pas à se retrouver, qui n'avait pas, on va dire, la flamboyance qu'ils ont actuellement dans le jeu offensif. Et là, ils sont en train de mettre 4 essais par match minimum, à être efficace proche des lignes, à être puissant quand il le faut et à tenir le ballon juste sur du défi physique et répondre au présent. Donc, c'est l'équipe de Toulon, pour moi, qui fait partie de ce trio. Et il y a un tournant de cette saison, ça va être le prochaine journée de championnat. Ils vont recevoir La Rochelle. Exactement. Là, ça va faire la bascule. Ils vont recevoir La Rochelle et après, lors des doublons et entre le 6 Nations, ils vont donc recevoir La Rochelle, se déplacer à Montpellier, recevoir le Stade Français, se déplacer à Lyon et juste après la fin du tournoi de destination, recevoir les Catalans, tout simplement, de Perpignan. Julien, j'ai envie de rester avec toi sur le second enseignement de cette journée de top 14, semble-t-il, la progression du MHR. Est-ce que le MHR, sur cette progression express, on va juste s'attarder dessus, 12e à la 7e journée, 11e à la 9e journée, ils passent à la 9e place à la 11e journée, 8e la journée suivante, 7e, et là ils sont 6e avant le résultat du match de ce soir, une potentielle victoire de Clermont, on verra ça. Est-ce que le MHR, est-ce que Montpellier est l'invité surprise dans la course au top 6 ? L'invité surprise, oui, parce qu'avec le changement de staff, jeune staff, avec toute une organisation renouvelée, avec un début de saison compliqué, on s'attendait, c'est vrai, entre la 10 et la 14e place pour cette équipe du MHR à mi-saison. Et finalement, il y a eu comme chaque année, souvent, ou comme les années précédentes, ce challenge européen où ça tourne, où ça remet un petit peu de piment et surtout de victoire. Et de confiance. Et de confiance. Et c'est là où cette confiance, dès que le MHR l'acquiert, et c'est exactement pendant les 2 dernières journées de challenge que Montpellier a commencé à basculer. À basculer aussi dans le vestiaire, l'état d'esprit que inflige quand même avec remettre l'ADN Montpellier-Rennes côté Johan Codulo, le manager, ce qui est formidable, et ce qu'adhèrent totalement les joueurs. Et c'est ça qu'il fallait retrouver. Après, le talent, ils l'ont. La confiance retrouvée, ça donne un Montpellier actuel 6e. Attention, cette fin de saison quand même pour le MHR, la surprise des phases finales. Ouais, la surprise des phases finales avec notamment un calendrier pendant les doublons qui semblait assez accessible, notamment avec le déplacement sur la pelouse du Stade Toulousain, ce sera le 25 janvier. Donc les internationaux seront, semble-t-il, déjà convoqués par Fabien Galtier. Il y aura ensuite un déplacement à Toulon, la réception de Toulon, un déplacement à Vannes, la réception de Castres et un déplacement à Pau avant une réception au Stade Français. Ça reste quand même... c'est peut-être le moment de prendre le plus de points possible. Le moment de prendre le plus de points, mais je ne pense pas qu'ils avancent dans cette optique-là. Ils avancent surtout dans l'optique de garder la confiance qu'ils viennent de prendre pendant les 3 derniers matchs. Mais c'est surtout, tu te lèves le matin, tu ne regardes pas le bas du classement. Là, en gagnant Bayonne, c'était un match clé de la saison pour le MHR, c'est-à-dire ils passaient soit dans le haut du tableau en regardant et en visant jusqu'à la fin de saison un top 6, en toute humilité, en parlant avec le manager Johan Codulo, que de se lever et de se dire bon, on va essayer de s'accrocher à tel endroit parce qu'on joue les 3 dernières places. Là, maintenant, ils accrochent un top 6. Donc attention, avec la confiance. William, on a parlé de Toulon, de Montpellier. On est beaucoup dans le sud, voire le sud-est de la France. C'est quoi ton enseignement de cette 14e journée de top 14 ? Tout a été dit là sur Montpellier. On peut reprendre que les mêmes choses et dans le même ordre, avec un staff qui est en train de faire une mission impossible. On avait l'impression que ce club, depuis un petit moment, avait pas d'âme. On savait pas trop où on y allait. Et en fait, cette victoire de ce week-end, elle a fait passer ce choix de staff de surprenant à plutôt pertinent, quoi. C'est une victoire qui, à mon avis, va vraiment faire date dans la saison et dans la construction du nouveau Montpellier, qui était champion de France il y a très peu de temps. Mais c'était important, puis avec des choix forts, quoi. Stuart Hogg qui sort de sa retraite, qui finalement est le patron.
aussi bien en attaque, en défense, et qui prend les tirs au but. Donc ça veut dire qu'on peut que applaudir le choix qui a été fait. Un Billy Vunipola, on savait pas trop. Donc voilà, qui restait sur 2-3 saisons un peu en dedans. Mais par contre, qui amène petit à petit ce côté ferrailleur, quoi. Il combat comme un espoir à qui on donnerait sa chance. Donc déjà la qualité du joueur, et puis il y a sûrement un travail qui est fait par le staff au quotidien pour arriver à remotiver ces joueurs. Et là, on a clairement vu des stars du rugby international qui étaient à leur niveau. Chose qu'on avait très rarement vu à Montpellier. Il y avait plusieurs coups faits, à part Pollard, pas grand monde avait répondu aux attentes. Et là, les deux joueurs, et on était plutôt surpris de cette arrivée, mais c'est les deux mecs qui sont leaders, qui amènent l'équipe et qui ferraillent 80 minutes à chaque match. Donc c'est une vraie réussite humaine. C'est une réussite, mais au-delà de ça, est-ce que tu retiens autre chose de cette journée top 14 ? Parce qu'il y a quand même une équipe qui a coulé à domicile, c'est le Stade Français. Il y a deux équipes en danger qui sont allées chercher des bonus défensifs, Pau et Perpignan. Qu'est-ce qui t'a le plus marqué au-delà de Montpellier et de Toulon ? Terrible, le Stade Français. Le Stade Français, on a échangé avec Thomas Lombard il y a 48 heures, qui avait eu une intervention extrêmement précise à votre antenne et qui était plutôt confiant, voilà, en bon chef d'entreprise, mais inquiétant parce que pris partout en fait, parce que devant le Stade Français, il y a un an ou deux, c'était pas flamboyant, par contre c'était costaud. On disait merde, il gagne moche, oui il gagnait moche, mais il gagnait au centre, ça défendait terrible, et là compliqué. Alors le coach parle de honte, bien évidemment, à chaud c'est terrible. Mais ce qui est difficile, c'est de ressortir quelque chose. Et par contre, on apprend quand même que Bordeaux, en faisant tourner, en ayant une équipe qui est sensiblement différente du week-end d'avant, met 50 points à l'extérieur. On met pas 50 points à l'extérieur en top 14, voilà, sans raison et par chance. Donc double enseignement, le Stade Français qui a une situation inquiétante, parce que c'est une équipe qui est pas habituée aussi, avec des joueurs pas habitués à batailler pour le maintien. Et là c'est clairement le discours qu'il va falloir prendre sur les 3-4 prochaines semaines avant de refaire un autre point. Et puis Bordeaux qui est capable de mettre un gros score à l'extérieur, sans Damien Penaud, voilà, sans des joueurs extrêmement importants. Sans Yoram Moefana, sans Mathieu Jalibert. En compte, et sans des mecs qui ont des profils mais hyper offensifs. Ouais. Donc il y a plus que des individualités, il y a un collectif, et on a 20, 25, et avec un Belbarry qui a fait pour tout le monde, hein, par contre. Ah ça. Ouais. Sur une ou deux actions, il fait complètement la différence. On rappelle qu'il y a quand même 13-12 à la mi-temps pour le Stade Français, qui a explosé en deuxième période. Tu mentionnais le sentiment de honte de Laurent Labitte. C'était également le même sentiment pour Samuel Ezeala, le joueur parisien. On a une sensation de honte. On a déçu tout le monde. Nous les joueurs, on a déçu le staff, on a déçu tout le monde, les supporters. On va pas aller chercher des excuses de c'est ci, c'est ça, c'est un truc, c'est un autre truc. Franchement, c'est nous qu'on est sur le terrain. Sinon, on n'a pas assuré. Sinon, on a foutu la honte un peu. Donc, franchement, il n'y a rien à dire. Il faut se taire, rentrer chez soi et beaucoup travailler. Se taire, rentrer chez soi et travailler, le mot d'ordre pour les Parisiens. Julien, toi qui as connu le Stade Français et même champion de France avec eux en 2015, 3 défaites sur les 5 derniers matchs en top 14, très mauvaise campagne en Champions Cup. On a la tête au maintien, c'est obligatoire maintenant ? Totalement, mais c'est surtout la tête à remettre le cerveau à l'endroit là, parce que quand on écoute que ce soit les entraîneurs ou même Ezeala, c'est quand même, on voit une défaite à domicile qui fait encore plus mal du fait que tu en prends 50 dans ton stade, sur un match que peut-être tu aurais pu faire tourner toi aussi ta saison en sortant de cette zone rouge, et que finalement tu t'y engouffres et que tu te déplaces à Vannes la prochaine journée. Match perdu à la domicile, là les cartouches sont utilisées et tu n'as plus droit au joker. Donc c'est là où en plus ça te fait mal, c'est que devant ton public tu t'en prends 50. Ouais, t'en prends 50 et puis tu perds deuxième match. On rappelle quand même qu'il y avait un calendrier très difficile pour le Stade Français entre la sortie de la tournée de novembre et la reprise de la Champions Cup la semaine prochaine. Mais c'est vrai que ça s'annonce quand même très compliqué pour le club de la capitale. Dernier match, j'avais envie de parler d'un dernier match qui est peut-être le plus surprenant. C'est le match d'hier soir entre La Rochelle et Toulouse, Julien. On s'attendait peut-être pas à une branlée, mais pas loin de la part des Rochelais. Et finalement, il y a 22-19. Il y a une jeunesse toulousaine qui a tenu tête toute la rencontre à ces Rochelais. Qu'est-ce qui a gagné en fait ? Est-ce que c'est l'équipe qui a perdu qui n'a pas le plus gagné dans l'esprit de la rencontre ?
Mais pour Hugo Mola, totalement, même avec le bonus défensif, quand on voit le match de cette jeune équipe toulousaine. Mais ça me surprend pas du fait que ça fait des années qu'ils construisent en amont cette pépinière, que chaque année, ils lancent sur 1 ou 2 matchs de la saison, et parfois même, c'était pendant le tournoi Destination, des jeunes qui avaient 0 feuille de match auparavant, qui avait une équipe très remaniée. Je me souviens, il y a 2 ans, à Montpellier, ils en avaient pris 60. 3 ans, 60, et ça avait fait débat. Et finalement, cette équipe qui en avait pris 60, 2 ans après, elle est championne de France. Parce Exactement. que pendant le tournoi destination, qui manquait 10 joueurs internationaux, eh bien, c'est cette équipe-là qui a récolté le plus de points au championnat pendant la période de destination. Et finalement, c'est ce que reconstruit encore une fois Hugo Mola et tout l'ensemble du club toulousain. Donc ça ne me surprend pas. Philippe, auditeur supporter de Toulon, on a parlé de trio tout à l'heure, de trio tête entre Toulouse, l'UBB et le RCT. On s'attendait à ce que La Rochelle soit quand même la 4e grande force du championnat. Alors ils sont 5e, hein. Pour l'instant il n'y a pas de panique en termes de classement, mais au niveau de l'impression visuelle, on sent qu'il y a quand même un coup de moins bien par rapport aux autres équipes avec lesquelles elles sont censées rivaliser. Je suis d'accord avec toi. Moi, ce qui m'a surpris, j'ai regardé le match hier. Sincèrement, je pensais que ça allait être une promenade de santé. En face, Toulouse, ils avaient des joueurs, ils avaient 20 ans de moyenne d'âge, je crois. C'était vraiment des jeunes. Et en fait, ce que tu vois à la Rochelle, c'est que c'est pas du tout fluide derrière. Moi, je trouve que devant, ils continuent à casser des bouches, ils sont vraiment solides. Mais derrière, ils sont un petit peu en panique. Dès qu'ils ont le ballon, ils savent pas trop quoi en faire. Ils sont moins performants derrière, j'ai l'impression, que les années précédentes. C'est peut-être là où ça pêche. Je trouve que le seul qui s'en sort bien, c'est Brice Dulin qui est encore énorme. Mais sinon, derrière, j'ai trouvé qu'ils étaient brouillants, qu'ils s'affolaient. C'était vraiment un drôle de match, quoi. Bah, pour moi, La Rochelle, cette année... C'est aussi pour ça qu'il est... Vas-y, pardon, Philippe. Ouais, excuse-moi, j'ai bien peur que ce soit un peu l'année de trop pour Ronan O'Gara, tu vois. J'ai l'impression que le discours passe moins bien. Je sais pas, hein, je me permettrai pas de juger, mais je trouve que cette année, je les trouve moins dominants que les années précédentes, quoi. Justement, Ronan O'Gara, à l'issue de cette courte victoire après la Sirène grâce à une pénalité d'Antoine Astoy, il s'est senti irresponsable. C'était lui le premier responsable, ce sont ses mots. Je suis plus responsable que eux. Et ça, c'est la vérité, parce que moi, avec certaines exigences, c'est confondu par la négativité, mais qui est certain, j'ai gelé beaucoup de joueurs, ils ne sont pas capables d'opérer avec la pression que moi, j'ai mis sur eux. C'est un bon learning pour moi, et moi, je dois changer un peu mon management, et on doit changer un peu l'esprit, et j'espère que ça va donner quelque chose de plus positif. Julien, quand on est dans un groupe comme ça qui est 5e du classement, qui a bien démarré sa campagne de Champions Cup, mais qui donne l'impression d'être un petit peu en bout de course, comment ça peut se passer dans un vestiaire? Comment on gère ça finalement entre joueurs avant même de chercher des responsabilités sur le staff? Non, il n'y a pas de responsabilité des uns des autres. C'est quand même une équipe de La Rochelle, pour moi, qui manque de complémentarité et de lien entre les avants et les trois quarts. Comme on vient de dire et d'évoquer, c'est un paquet d'avants qui est plutôt solide, qui est destructeur parfois, qui peut être, et parfois même, jouant les blessés phares, quand tu te manques Antonio, quand tu te manques un Aldrit ou autre, parfois même qui est défaillant. Et derrière, qui pour moi n'est pas sur la même longueur d'onde, sur des attaques, sur des on va dire des replacements offensifs de trois quarts, ne se comprennent pas. Un Dulin qui essaye de faire un petit peu sortir tout le monde du bouillon. Mais il manque ce lien collectif, chose qu'on n'a pas vu et qui a été formidable du côté des jeunes Toulousains. Peut-être moins expérimentés, moins gaillards, mais par contre sur le même diapason et la même partition des 15 joueurs sur le terrain. Parce que c'est quand même assez bizarre. Statistiquement, il y a quand même 182 passes à 100 en faveur de La Rochelle, 4 franchissements à 2, 22 défenseurs battus à 16, 115 courses à 91. On les a vus avec le ballon, ces Rochelais, mais on les a vus douter avec le ballon et finir par presque paniquer. Et on les a vus tomber le ballon un nombre incalculable de fois. Surtout aussi. Dans les 22. C'est manque de lien, manque de bonnes courses, manque de bon timing, ce manque de confiance après, du coup, qui s'instaure pendant la rencontre. Et c'est ce qui fait une équipe de La Rochelle qui se rapporte parfois sur les avants et qui, quand elle se fait peut-être même contrer sur le 8 de devant, n'arrive pas à trouver le plan B, à part peut-être taper et mettre une grosse défense.
Le mot de il n'y a pas une vraie charnière. Il n'y a pas une vraie charnière titulaire non plus. C'est compliqué. C'est vrai. C'est quel est le premier choix en 9, le premier choix en 10 à La Rochelle. On ne sait pas. Et puis là, c'est la première. La Rochelle avait fait 20 ans en Pro E2. Ils ont passé quelques saisons en top 14. Ils ont tout gagné. Et ils ont été champions d'Europe. Ils n'ont pas gagné le Il y a un choix. Ils n'ont pas gagné le bonus. Ils butent dessus encore. Mais il y a un exercice de gestion qui est compliqué maintenant. Il a quand même des cadres qui sont plus haut niveau. Botia, c'est pas le même joueur d'il y a 3-4 ans. Leeds sur l'aile, il franchit plus comme avant. Le seul qui maintient son niveau depuis des années, c'est Brice Dulin. Au centre, ils amènent plus de danger. Là, il y a un choix à faire. Est-ce qu'on reste sur le choix du cœur et on donne encore 2-3 ans la chance à ces joueurs-là, ou est-ce qu'on va gérer réellement comme un club où on va revenir en performance et remettre une concurrence? C'est aussi pour ça qu'il y a les arrivées de Nolan Le Garec et David Nignashvili la saison prochaine. C'est aussi pour donner un second souffle que les dirigeants rochelais ont attiré dans leur filet ces deux gros joueurs qui étaient très convoités. Mais finalement, Brice Dulin semble en fin de contrat et aussi en fin de parcours, ce qui s'explique par rapport à l'âge. Il a quand même quasiment 15 ans de carrière, Brice Dulin, voire plus. Tu parlais de la gestion des 10 avec Nolan Le Garec. Finalement, Antoine Astoy, un coup remplaçant, coup titulaire. Hugo Reus, il a moins sa chance, il est à 5 matchs cette saison. Et c'est finalement Yaya West qui est titulaire sur les feuilles de match de Champions Cup. Comment voir la suite, tout simplement? Et est-ce qu'on finit par privilégier une compétition plus que l'autre? William, peut-être comment on voit la suite. Déjà, le retour de Yaya West au poste de titulaire, c'est un retour en arrière d'il y a 3-4 ans où il avait fait quand même des saisons plutôt de niveau intéressant. Moi, je pensais l'arrivée de Nolan Le Garec comme un moyen d'avoir une charnière possible en équipe de France, mais comme c'est le cas à Toulouse, comme c'est le cas à Bordeaux, et avoir la troisième charnière, comme c'est le cas à Lyon, et voilà, qu'on ait les 4 charnières possibles en équipe de France, titulaires, chacune dans leur club respectif. Mais Antoine Astoy donc s'est fait dépasser dans la concurrence. Donc il va falloir qu'ils reprennent la main là-dessus pour qu'il y ait une logique aussi. Repartir comme ça au poste de numéro 10, ça me surprendrait, qu'il n'y ait quand même pas ou une arrivée ou un départ, en tous les cas un fait marquant également à l'ouverture, parce qu'il va leur falloir une vraie charnière titulaire, comme c'est le cas dans tous les clubs. Et puis privilégier une compétition, oui, mais on voit que même quand il y a un match à gagner, comme c'était le cas hier soir, on se dit, là, c'est leur priorité, ça va être d'être costaud devant, ça va être de marquer beaucoup de points aux jeunes Toulousains, et ben ça passe pas. Donc j'ai l'impression qu'il n'y a quand même pas une grosse profondeur d'effectifs comme on peut imaginer, et que quand il manque certains joueurs, ou comme le dit Julien, que les 2-3 leaders qui sont des joueurs de très très haut niveau en temps normal ne sont pas à ce niveau-là justement, et bien ça coince. On verra bien ce que ça va donner avec La Rochelle, surtout avec l'absence des internationaux pendant le tournoi destination, puisqu'on imagine très probablement Grégory Aldrit, Paul Boudéan, Winnie Antonio ou d'autres potentiellement être sélectionnés par Fabien Galtier. Le mot de la fin pour Philippe, notre auditeur supporter toulonnais. À quoi est-ce qu'on peut s'attendre du côté du RCT qui caracole dans ce trio de tête donc du championnat, et il va forcément y avoir des internationaux appelés. Est-ce qu'ils vont parvenir à maintenir ce rythme pendant les doublons? Moi, sincèrement, le mot de la fin pour moi, ce sera que je pense que cette saison, vous allez voir, on risque d'être vraiment surprenant sur les phases finales. J'aurais une pensée pour notre capitaine Charles Olivon qui s'est blessé au genou. Bien sûr. C'est vraiment ça, par contre, ça va poser problème parce que c'est vraiment un pion central de notre jeu et un élément très très fort de l'équipe. Donc on pense très fort à lui et on espère que ce sera pas trop grave, quoi. Voilà. Ouais, on espère que ce sera pas trop grave pour lui. En tout cas, merci beaucoup Philippe d'être passé dans l'émission. On te souhaite une bonne soirée et une bonne année 2025 tout simplement. Voilà, c'est tout pour les grands enseignements de cette 14e journée de Top 14.